Tout commence vers 2008. Alpha Omar One et Benjamin Debrosse, deux jeunes lycéens passionnés par le rap et plus largement par le mouvement hip-hop, décident de créer un groupe grâce auquel ils pourront exercer les activités qui les passionnent, à savoir le rap et le graphe. Ces deux lycéens choisiront respectivement comme blase de rappeurs Alpha One et Areno Jazz. Plus tard, le groupe s'agrandira avec l'arrivée de Ken Samaras et de Mohamed Amin Kemissa, aujourd'hui connus sous les noms de Nekfeu et Sneezy, puis avec celle de Antoine Guéna aka Funky Flav, rencontré par le groupe sur MySpace. Il fallut ensuite trouver un nom derrière lequel se rattacher, et c'est le blaze 1995 qui fut choisi par les membres. Et c'est comme ça que le groupe 1995 fut créé, et ce fut le point de départ d'une belle histoire pour le rap français. Bienvenue sur Fausse Note. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du groupe 1995, et ensuite essayer d'analyser l'influence qu'ils ont eue sur le rap d'un point de vue générationnel. Je connais la musique, puis j'aime les fausses notes. Mais avant de vous parler plus en profondeur d'un 995, je vous propose un peu de contexte culturel pour mieux comprendre la démarche artistique du groupe. On le sait tous, le rap a explosé en France au milieu des années 90 et le mouvement hip-hop avec lui. À cette époque, on pouvait compter des groupes aujourd'hui considérés comme légendaires, comme IAM, NTM, le collectif du Secteur A ou celui de Time Bomb ou encore la Mafia Quinfri. Dans ces années-là, qu'on le veuille ou non, le rap s'était fait par et pour des mecs de quartier, souvent de banlieue parisienne d'ailleurs. Et c'était la première fois que tout un mouvement culturel, musical et idéologique se formait autour de ces mecs-là. Le rap, ça a permis à toute une génération d'être représentée socialement. C'était la musique des mecs rejetés, mal aimés, comme c'était dit dans le refrain de Pour ceux de la Mafia Quinf en 2003. Et évidemment, le hip-hop et le rap étaient des mouvements tout droit venus des États-Unis. Et ceux qui se sont appropriés le truc en France n'ont pas tardé pour s'inspirer fortement de ce qui se faisait outre-Atlantique. C'est comme ça qu'on a eu le droit par exemple à des rappeurs comme Danny Dan, très inspirés par LL Cool J. Il paraît que le sommeil est ton cousin, que le ciel est ton père, que la mort est ta sœur, c'est le catin et que la terre est ta mère. Ou encore l'inspiration de Mobb Deep par Lunatic. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction, faut bien les autres. Et ensuite bien sûr avec la trappe d'Atlanta, la drill de Chicago ou la plug et la DMV plus récemment. Il y a toujours eu plus ou moins la volonté de sonner qu'un riz dans le rap français. Et c'était après l'explosion de 50 Cent au début des années 2000 qu'évidemment le rap va vouloir s'inspirer de cette nouvelle imagerie, quitte à en oublier ses racines. Et le premier à opérer ce gros changement, c'était bien sûr Booba. Le crime et la ZK, c'est ça qui me plaît. Chaque jour que Dieu fait du cash, c'est ça que je fais. Et c'est comme ça qu'environ 10 ans après avoir quitté l'âge d'or du rap, on entre dans sa période maudite. Et là où les étoiles s'alignent pour notre plus grand malheur, c'est qu'à la même période, il y a eu le phénomène qu'on appelait la mort du disque. Le phénomène s'explique par l'hyper-démocratisation d'Internet, l'arrivée des premiers réseaux sociaux, de YouTube, et comme c'était nouveau, c'était pas encore hyper régulé, et les maisons de disques n'avaient pas eu le temps de réfléchir à la manière dont ils pouvaient s'adapter. Et donc il y a eu une explosion des téléchargements illégaux, plus personne ne vendait de disques, les maisons de disques se sont totalement désintéressées du rap, et on est entré dans un terrible cercle vicieux. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est ce qui se passait dans le rap sur la scène mainstream, mais dans l'ombre de tout ça évidemment, des rappeurs et des groupes passionnés continuaient de faire leur truc de leur côté. Pour vous en citer quelques-uns, il y avait par exemple le groupe Hocus Pocus qui ont sorti leur album 73 touches en 2006. On est nain, fait ça pour les kiffeurs de son et les accros breakbeat, le son qui claque et qui t'accroche rectique, on a beau crédit, faut serrer la ceinture que les disques s'épuisent et donner ça pour que les DJ puissent. J'ai déjà parlé de lui, mais il y a aussi Danny Dan qui sortait son album solo Poétiquement Correct en 2010. Yo, ça doit faire mal de naître, ça doit faire mal de mourir. Parfois, j'ai mal de peine et comme j'ai mal de sourire. Les problèmes sont souvent financiers. De mon balcon, je vois une jungle malgré l'horizon accidenté. Ah. Il y a aussi Kondo qui commençait à faire ses marques en 2007 avec son premier album. Est-ce que tu te rappelles que rien sur terre peut être éternel? T'as plus d'étincelles, y'a rien qui brille en toi et s'éveille. Plus d'innocence et plus d'enfance, la fin des temps, son absence. Et aussi bien sûr le TSR Crew, en particulier Hugo TSR qui sort le très bon Flaque de Sample en 2008. Au cap Buroniac, c'est on résiste comme Ivan Colonna, buveur de Corona qui garde le seum de l'époque coloniale.
Donc évidemment, le rap n'est pas mort dans cette période, mais il s'est juste détaché du mainstream pour reproposer un truc de niche pour les passionnés. En plus, avec la mort du disque et le désintéressement des maisons de disques et surtout des auditeurs, ces mecs passionnés qui faisaient leur truc en indé avaient un boulevard devant eux pour se faire une place, en revenant avec un style de rap old school, inspiré par l'âge d'or avec des prods samplés au MPC. Et c'est exactement dans ce contexte que le groupe 1995 s'est créé. D'ailleurs, le nom du groupe 1995 n'a pas été choisi au hasard. Ça s'accompagnait évidemment de cette volonté d'adopter une esthétique old school et de mecs passionnés. Leur logo aussi a une texture old school et toute leur démarche se faisait sur cette volonté de retour aux sources. Rien que le concept de crew, c'était quelque chose très ancré dans la culture hip-hop, mais qui s'est perdu au fil du temps. Le fait aussi de créditer le beatmaker Hologram Law fait aussi partie du truc, parce que pendant la décennie maudite, à part Animal Sound qui a produit pour Booba, les beatmakers à cette époque n'étaient pratiquement jamais mis en avant. Mais bref, après avoir placé un peu de contexte, revenons à 1995. En plus du groupe 1995, c'est aussi toute une génération de nouveaux rappeurs qui émergent. À cette même époque, on pouvait retrouver aussi le célèbre collectif L'Entourage, qui s'est très largement fait connaître grâce au Rap Contenders, une émission créée par Donny S et Stunner en 2010 et qui continue toujours aujourd'hui sur YouTube. Le Jazzy Bass ne fait qu'exceller. Mec, va faire des tests car je baisse ta meuf avec mes MST. Dans le collectif de L'Entourage, on retrouvait certains membres d'un 995, dont Nekfeu, Alpha et Funky Flav, mais aussi plein d'autres rappeurs qui ont eu ensuite un gros succès en solo, comme Jazzy Bass, Dean Burbigo, Dooms, Gizmo qui a ensuite quitté le collectif, et aussi le groupe S-Crew dont fait aussi partie Nekfeu. Ce qui est important de comprendre, c'est que toute cette nouvelle génération est arrivée en même temps et ensemble, avec toutes les mêmes ambitions et la même passion. Et surtout qu'on les voyait partout, même avant que le groupe 1995 devienne ce qu'il est devenu. Déjà, bien sûr, les mecs de L'Entourage étaient là à tous les Rap Contenders, on les voyait chez Grunt en 2012. Tu connais ça chez nous, pas de dyslexique, c'est nec le fenec et tout un peu ce que te dyslexique. Sur la chaîne de la 75e session en 2011. Faut pas criser, miss mais briser, le cycle localisé. J'tise et j'pise des leads, j'm'endors sur ma taille de Ricard. Recouverte d'OCB slim, j'essaie de bosser mes cheats malgré ma paye de smicard. Et surtout sur la scène hip-hop underground, tu pouvais les voir à tous les open mic de Paname. À tous les concerts de rap, ils étaient toujours chauds pour lâcher un 16. À l'époque, certains ont même commencé à les voir comme des forceurs qui voulaient absolument être partout pour percer à tout prix. Alors qu'évidemment non, c'était juste des mecs passionnés qui kiffaient rapper et qui passaient leur temps soit dans des open mic, soit dans leur chambre à saigner l'album des Sages-Faux. Et aussi paradoxalement à leur esthétique qui se voulait old school, c'est grâce à internet que le groupe s'est plus largement fait connaître, notamment sur YouTube en publiant leur premier clip. C'est le 17 juin 2011 que sera dévoilé le clip de La Source sur leur chaîne YouTube. On prend le rap à la source. Il me semble flow. 1995, L'équipe qui les chiffres au micro. en 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main, donc lève les tiennes. On kick sec aujourd'hui comme demain. Et ce clip sera suivi du premier maxi du groupe qui sortira le 27 juin 2011 et qui s'appelle aussi La Source. J'ai la flemme, la flemme, la flemme. Viens on sort, J'ai la flemme, la flemme, la flemme. viens on dort. À chaque ligne, un nouveau flow, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau rêve, un nouveau cauchemar. Peu importe ce que tu fais, un jour tu feras partie du passé. C'est le seul moyen d'exister, une ligne à tracer. Et déjà à cette époque, le projet se place 23e des meilleures ventes d'albums en France et 7e des classements de vente numérique. Je vous rappelle que c'est des mecs en total indé qui se sont fait connaître en publiant eux-mêmes quelques clips et quelques freestyles sur YouTube, mais à ce moment-là, il y a eu un engouement qui a commencé à se créer autour d'eux et ils font partie des premiers rappeurs à réellement percer grâce à Internet. Pour que vous vous représentiez, en 2012, leur page Facebook comptabilisait plus de 300 000 fans, ce qui était énorme pour l'époque. Surtout qu'à ce moment-là, personne ne développait vraiment sa communication grâce à Internet. Et puis évidemment, un succès pareil, ça attire à la cupidité des maisons de disques, qui voient en eux une réelle mine d'or. Mais eux, fidèles à leur mindset, préfèrent garder leur indépendance et créer leur propre label 1995. Après ça, en juin 2012, le groupe sort leur deuxième EP, La Suite. Bienvenue aux petits, aux darons, à tous les gamins qu'isolés qui maintenant esquivent le ballon comme à la balle aux prisonniers. Oh, un 995 nous campe venu pour mailler sans faire le tap à ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le malin. Comme des grands on fait le bail à 6, ça restera as comme 1 pour les platines, 2 pour le microphone. Ensuite, le groupe se remettra à taffer sur son premier et unique album qui sortira en décembre 2012 et qui s'appelle Paris Sud Minute. Tout le monde parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attends pas. Wow, tu sais que c'est réel. Quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes. Lève les mains en l'air, on te flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière.
Et puis après cet album, qui représente un peu la consécration d'un projet artistique, c'est la fin du groupe 1995. Chacun des rappeurs commence un peu à se lancer en solo. On a Nekfeu qui devient rapidement l'une des plus grosses têtes d'affiche du rap français avec 3 albums, les 3 disques de diamant. Alpha One qui prétend aujourd'hui au titre de rappeur le plus technique en France et qui a notamment sorti l'album UMLA qui fait partie des meilleurs albums de 2018. Sneezy qui a sorti 3 EP DBSS puis un album et qui commence à faire ses marques au cinéma. Areno Jazz qui s'est renommé Daryl the Ja et qui continue de rapper dans son coin avec des trucs beaucoup plus underground et confidentiels. DJ Lo qui a co-créé le label Don Dada avec Alpha One et qui continue de produire pour Nekfeu, Sneezy, Lampal, Infinite ou Les Ram plus récemment. Et Funky Flav qui gérait à l'époque tout ce qui était un peu business chez 1995, qui a arrêté le rap pour créer son propre label Panenka Music, qui compte aujourd'hui plusieurs grands artistes comme PLK, Giorgio, Beccar ou même Thérapie Taxi. Ok, maintenant que je vous ai rapidement raconté l'histoire du groupe, rentrons dans le cœur du sujet de cette vidéo. Quelles traces ils ont laissées sur le rap français? Quand j'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo, je voulais surtout essayer de comprendre et d'analyser l'influence que cette nouvelle génération de rappeurs arrivée au début des années 2010 a pu avoir sur le rap et aussi sur une partie des auditeurs. J'ai alors interrogé quelques personnes de mon entourage issues de cette génération de nouveaux auditeurs, ayant aujourd'hui tous entre 17 et 25 ans, pour voir ce qu'ils pensent de l'influence de ce groupe, et aussi pour savoir ce que ces nouveaux auditeurs écoutent comme rap aujourd'hui. Et déjà, la première chose que j'ai notée, c'est que cette nouvelle génération d'auditeurs qui étaient assez jeunes à l'époque, ne sont du coup pas assez vieux pour avoir pu écouter le rap à l'ancienne. Et même certains ont carrément découvert le rap grâce à 1995, ou en tout cas à cette nouvelle scène de rappeurs parisiens. Comme j'ai commencé par ça, en fait, ça m'a servi de référence sur comment doit rapper un rappeur, en fait. Ça a posé des bases, et ensuite, du coup, quand j'allais écouter des trucs ensuite, et même encore maintenant, je n'ai recomparé avec Nekfeu, tu vois. Et ouais, je pense qu'il a servi de référence, de standard pour énormément d'auditeurs. J'ai commencé à écouter 1995 dans mes années collège. Ça tournait plutôt pas mal entre mes potes et tout, on était plusieurs à écouter le groupe. Et moi à côté j'ai commencé à m'intéresser aux carrières solo des artistes et après donc à chercher plus loin, etc. Et ça a été vraiment pour moi une première entrée dans le monde du rap parce que c'était pas ce que j'écoutais de ouf. Mais en gros, moi, à l'époque, j'écoutais pas trop de rap, si ce n'était du rap US, tu sais, à l'ancienne. Et à mon échelle, tu vois, à l'époque, j'étais un ado, tout ça, et 1995, ça a mis la lumière sur des rappeurs blancs dans Paris. C'était pour certains un premier pas dans le monde du rap, et en ayant découvert le rap avec des artistes comme ceux d'1995, ça a créé une certaine attente, parce qu'en revenant avec toute cette culture hip-hop à l'ancienne, ça dénotait avec le rap devenu très consommable et commercial dans les années 2010. C'est pour ça que la plupart de ceux qui ont découvert le rap à ce moment-là en écoutent toujours aujourd'hui, et ont des goûts très aiguisés, contrairement à ceux qui ont découvert le rap un peu avant pendant la période maudite et qui ont souvent des goûts pas très hip-hop. Mais certains écoutaient déjà un peu de rap avant, mais ils ont compris à ce moment-là que ce style était très lourd et ça leur a permis d'affiner leur goût. On revenait à quelque chose de plus old school mais de grave lourd, et ça a permis à ces gens-là de se rendre compte que c'était ce style de rap qu'ils aimaient. Moi, les premiers projets que j'ai écoutés des mecs de 1995, l'entourage et tous ces collectifs de manière générale, c'est En sous-marin de Nekfeu et Alpha. Et directement, même si à cette époque-là, j'avais pas les mêmes connaissances niveau rap, j'ai compris quand même que c'était du haut niveau et qu'on revenait en fait à ce qui existait avant avec un certain âge d'or. Et je pense que c'est en grande partie ce qu'on doit à tout l'entourage, c'est-à-dire l'idée d'avoir fait revenir la technicité du rap. Ou encore simplement des sons que j'écoutais sur YouTube à l'époque. Et je me disais, ok, c'est ça en fait le rap que j'aime. C'est comme ça en fait du moins que je vois la culture. J'avais même pas découvert un cinquième de ce qui m'attendait. Mais je savais en tout cas que c'était ce genre de rap que j'aimais bien. Et ça a pas manqué en fait parce que c'est quasiment ce que j'écoute toujours aujourd'hui, même si bien sûr ça a évolué. Et il y a d'autres artistes qui sont arrivés et qui sont partis. Ça reste eux entre guillemets qui ont bercé et qui ont du moins eu un impact assez important sur le genre de rap que j'écoute et la façon dont je l'écoute surtout. Même leur façon de rapper, leur flow à l'ancienne, tout ça, vraiment moi ça m'a grave plu à l'époque et c'est ce qui m'a fait me dire en fait le rap, genre j'aime beaucoup le rap, faut juste que je m'y intéresse. Et du coup depuis je creuse dans le rap, mais genre Nekfeu par exemple c'est l'une de mes plus grandes influences à l'époque, tu vois, parce que bon maintenant ça a un peu évolué. Et d'ailleurs ces rappeurs-là ont permis de faire comprendre à ces jeunes auditeurs ce qu'était la culture hip-hop, parce que quand le rap c'est un peu trop commercialisé, on avait perdu un peu le côté authentique et passionné du truc. On est dans une période vers début année 2010, fin année 2000, où le rap quand même il est en train de s'ultra commercialiser, où on n'est plus là finalement pour
kicker avec des instruments un peu old school du boom bap, mais juste mettre la bonne meuf au refrain. Bah, en fait, c'est tout le délire de l'entourage, un 995, Escrew, tout ça. C'est ils avaient pour volonté vraiment de ramener le rap à l'ancienne sur des prods de boom bap bien samplés, bien nos grands frères. Et ça a plutôt bien marché, hein, maintenant quand on voit l'influence qu'ils ont eue, genre même sur le rap actuel. C'est fou, et en sachant que genre eux ils s'inspiraient de Booba, des grands frères pour le coup. Ou encore, je me rappelle du son Laisser une empreinte, où je crois que l'intro c'est Shuriken qui l'a fait, et c'est comme ça que j'ai découvert Shuriken. Alors à l'époque je savais pas du tout que c'était lui, mais en réécoutant, en oubliant les projets, il me semble qu'il y a un feat avec Zoxy aussi à l'époque, et j'avais pas cramé que c'était Zoxy, mais c'est avec du recul que je sais que c'est lui. Et toute cette vague de fraîcheur a permis de rendre le rap et la culture hip-hop plus accessibles, autant au niveau des auditeurs que des artistes. De ce que je constate au niveau de ma génération, ça a permis de rendre d'une certaine manière le rap un peu plus accessible. Et sinon, ouais, un 995, je pense que c'est vraiment un truc qui a aidé beaucoup de jeunes à se lancer dans le rap, à se dire que c'était accessible à tout le monde, que tout le monde pouvait le faire tant qu'il y avait de la passion et l'envie, tu vois, de faire les choses bien. Tu prends une bonne partie du rap français parisien maintenant qui rappe et qui sont un peu lyricistes, tu retrouves le délire à 995, l'entourage, tout ça. Parce que ouais, évidemment, dans cette génération d'auditeurs qui ont commencé à écouter le rap dans les années début 2010, certains ont grandi et sont eux-mêmes la nouvelle scène rap en France aujourd'hui. Et l'influence de 1995 subsiste dans leur manière d'aborder la musique, leur manière de rimer, leur flow, leur choix des prods, etc. Là par exemple, justement, je pense à Luvresval qui l'a carrément assumé en interview chez Mehdi Maizi. Je suis plus tombé sur le côté, on va dire, I Am, le côté Eminem en anglais, et 1995, beaucoup 1995 en vérité. J'ai beaucoup écouté 995 et particulièrement Nekfeu. Je pense aussi à Bécard, à PLK et à toute cette nouvelle génération de rappeurs parisiens assez jeunes. Et ça a permis à plein d'artistes pas forcément issus du truc à la base de se dire que le rap c'était possible, et du coup ça a permis à je pense plein d'autres rappeurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément un style de rap qui s'apparente à un 995 mais qui ont pu se dire que eux aussi ils pouvaient faire du rap. Là je pense notamment à la nouvelle wave en ce moment avec Lafèvre, Rally, etc. qui ont un style de rap qui s'éloigne pas mal d'un 995, mais je suis presque sûr qu'à l'époque ils ont dû poncer au moins un Nekfeu ou un 995 et que ça leur a permis de comprendre le truc et de se l'approprier des années plus tard. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que beaucoup de ceux que j'ai interrogés ont été marqués par le concept de crew, qui était remis sur le devant de la scène par un 995. Parce que le crew à la base c'était très ancré dans la culture hip-hop, et absolument tous les rappeurs pendant les années 90 appartenaient et revendiquaient un crew, un quartier, etc. Je les ai cités en intro, mais comme collectif, il y avait par exemple le Secteur A, le collectif de Time Bomb, La Rumeur, ATK et plein d'autres. Puis pendant la décennie de merde, ça s'est totalement perdu. Booba, Diam, Rof par exemple, ils n'appartenaient à aucun collectif pendant cette période. Booba n'avait plus aucun lien avec Time Bomb et Lunatic. Mais 1995, ils ont remis ce truc-là dans le rap mainstream. Et cette influence est toujours d'actualité aujourd'hui, avec des collectifs comme le 667, le groupe PNL, 13 Blocs ou encore l'Or du commun par exemple. En gros, quand j'ai découvert 995, c'est vrai que j'ai découvert que le rap c'était pas juste un truc qu'on fait tout seul, et que ça pouvait être un groupe, et ça m'a donné vraiment une vision très solidaire du rap. Et perso, moi j'ai kiffé juste le fait qu'il y ait une dynamique de groupe avec des jeunes, parce que ça changeait. Je sais pas, genre je trouvais ça vraiment cool qu'on puisse s'identifier à un groupe avec ses potes. Avoir une vraie ambiance de crew avec ses potes, et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup kiffer les gens. Et en plus de revendiquer un groupe, il revendiquait surtout une ville, Paris, chose qui était très présente dans la culture hip-hop, notamment aux États-Unis quand il représentait la East Coast et la West Coast, ou encore en France avec NTM qui représentait le 9-3, IAM qui représentait Marseille, etc. Et du coup, un 995 représentait Paris déjà sur la cover de La Source qui est sur les toits de Paris, et même l'album qui s'appelle Paris Sud Minute. Il y a vraiment une ambiance de rap parisien qui s'installe en écoutant leur projet. C'est une bande de potes parisiens qui racontent la vie des rues, des toits, de la fête, tout ça, toute cette ambiance que déjà tu la vois sur leur cover. Quand tu écoutes leur musique, t'as un peu l'impression d'être avec eux parce qu'ils s'adressent à toi quand t'es un jeune des années 2000 et que t'habites à Paris ou dans n'importe quelle ville, bah tu retrouves un petit peu cette ambiance qui raconte quoi. Avant, Paris, je voyais ça vraiment en mode c'est juste une ville, et avec les groupes 1995, tout ça, ils m'ont fait voir une autre vision de la ville. Les groupes qui se baladent en ville, ils racontaient juste des galères et ça pouvait nous arriver. Du coup, on pouvait grave s'identifier en tant que juste adolescent qui se balade dans Paris, pas forcément en étant en banlieue, tu vois. Mais certains, souvent les plus jeunes, n'ont pas écouté le groupe 1995 à l'époque, mais ressentent quand même largement l'influence qu'ils ont eue sur le rap actuel. Et d'ailleurs, ils se sont tous quand même pris les carrières solo, notamment de Nekfeu et d'Alpha qui sont les plus cités. Moi j'ai plus kiffé écouter les artistes en solo comme Nekfeu, même si c'est pas le rappeur qui m'a foutu le plus de claques dans ma vie. Moi c'est vraiment avec Alpha que je me suis pris la claque quand il a sorti Alpha Lorraine, et après il a sorti UMLA, et là j'étais vraiment sur le cul.
Mais j'ai plus pris le côté solo de chacun, tu vois, que l'aspect groupe et tout. L'aspect groupe me faisait moins kiffer, tu vois. Alors que bon, le projet est cool, tu vois. Mais ouais, je me suis plus pris les carrières solo après, parce que je suis arrivé un peu après, tu vois. Genre, je sais pas, 2014, un truc comme ça, tu vois, quand Nekfeu commençait à faire ses bails en solo, Alpha, etc., machin. Mais quand même, 1995 et toute cette nouvelle scène rap parisienne arrivée au début des années 2010 aura marqué un réel tournant dans le rap, le faisant sortir de sa décennie maudite pour remettre sur le devant de la scène un rap plus authentique, plus proche de ce qui se faisait au balbutiement du rap. Ils ont permis à toute une génération d'aimer, de découvrir ou de s'intéresser au rap, et on peut même aller plus loin en affirmant qu'ils ont permis au rap de se relancer et d'éviter de mourir, pour finalement le faire rentrer dans son nouvel âge d'or à partir de 2015. La période que nous vivons actuellement, où les rappeurs n'ont jamais été aussi créatifs, où le rap devient la musique la plus écoutée au monde et il domine totalement l'industrie musicale. Cette période où les artistes indépendants atteignent des certifications aussi facilement que les artistes en maison de disques, grâce à la possibilité de percer grâce à YouTube et l'émergence du streaming. Merci à cette génération 1995 d'avoir rendu le rap meilleur. Je pense que si on zoome vraiment, c'est le cas pour toute cette génération 18-30 ans qui se sera tué un 995 et aux différents projets des membres par la suite. Et plus généralement dans ce sauvetage en fait du rap et de tout ce qu'ils ont pu faire et le lancement de l'âge d'or, du nouvel âge d'or du moins, même si ça n'a pas du tout la même envergure qu'à l'époque, ça reste hyper important ce qu'ils ont fait et je leur serai éternellement reconnaissant. Et j'espère que ceux qui auront pas écouté un 995 à l'époque par un manque de curiosité ou juste parce qu'ils étaient trop jeunes, auront le déclic après ta vidéo et iront écouter le groupe et ce qu'ils ont fait parce que ça vaut vraiment le détour.